définition que tu donnerais à la permaculture? Alors, définir la permaculture, bon, on peut s'appuyer sur les grands principes qui ont été développés par je dirais, les pères fondateurs de la permaculture, qui sont Bill Mollison, David Holmgren, Fukuoka, le japonais. Donc ça, ce sont vraiment les référents. On ne peut pas parler de permaculture sans évoquer ces personnages qui sont quand même des grandes personnes, hein, avec une énergie assez incroyable et puis un parcours très très intéressant. Donc on pourrait s'appuyer sur leur définition. Donc c'est le respect de l'humain, le respect de la nature et le partage équitable. Hein, ça c'est vraiment les fondations de la permaculture. Ensuite, je dirais que définir la permaculture, il y a peut-être autant de définitions qu'il y a de permaculteurs. Même si on va retrouver certains principes, bien sûr, mais là aussi, c'est basé, la permaculture, sur une observation de la nature. Ce qui a conduit Bill Mollison à développer ce concept de permaculture, permanent culture, qui est donc un mot anglais de la culture permanente, qui prend soin de la nature et qui s'auto-entretient. À l'inverse de l'agriculture conventionnelle, comme on l'a développée depuis les années 60-70, avec les intrants, et qui nécessite une action assez violente en fait sur la nature. Il faut des gros engins. On défonce la terre en la labourant, on répand des engrais, puis ensuite après des pesticides, des fongicides, enfin bon, tout ce genre de choses. Donc on voit bien que là on est interventionniste, alors que la permaculture, dans son essence, dans sa définition, va laisser la nature en fait opérer elle-même. Et Bill Mollison a pris comme exemple eh bien, la forêt. La forêt, elle est là depuis des milliers d'années, elle demande rien à personne, elle s'auto-entretient. Et comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne parce qu'il y a de l'arbre mort qui tombe, et puis il y a des plantes au-dessus qui ont une certaine saison, donc il y a des feuilles qui tombent, et donc il y a un équilibre en fait entre le carbone et l'azote qui se développe, et qui fait qu'il y a une explosion de la nature, et que ça fonctionne très bien. Il y a une chimie, une alchimie, une symbiose qui s'opère entre toutes ces différentes substrats qui sont générés spontanément par la forêt. Et donc Bill Mollison s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer ce modèle en fait à nos cultures? Et alors, la culture conventionnelle, il faut semer chaque année des graines, ça veut dire qu'on est dans de la production annuelle. Une fois que c'est fini, c'est fini. Il faut recommencer, repartir à zéro la saison suivante, l'année suivante. Alors qu'en fait, la forêt, elle est pérenne. C'est que du vivace. Hein. Si on regarde la nature, d'ailleurs, ce qui pousse pour 99%, c'est du vivace. Et l'annuel ne représente que 1%. Donc, est-ce qu'il est possible de petit à petit d'arriver à faire ce qu'on appelle la forêt-jardin? Hein, c'est ça le concept de la permaculture. Alors après, il y en a qui vont plus aller vers le potager, vers les fruitiers, vers le jardin-forêt. C'est en ça que la permaculture va s'adapter, aussi en fonction du lieu, en fonction du projet. Si on fait de la permaculture urbaine, on va pas être dans la forêt-jardin. On va plutôt être effectivement dans des buts, hein, les fameuses buts de permaculture, mais c'est pas simplement ça. On va développer davantage de la permaculture dans la verticalité si on est en milieu urbain, alors qu'on va plutôt être dans l'horizontalité si on est dans un milieu rural, parce qu'on a plus de place et que pourquoi s'embêter à faire des buts et monter, vous voyez, alors qu'on dépose ça sur le sol, on met des feuilles, un peu de paille, un petit peu de BRF, hein, du broyat de branches, et on va créer cette alchimie, cette fameuse alchimie carbone-azote,
qui est un petit peu la base, mais pas seulement. Après, il faut amener des plantes qui vont amener du potassium, différents oligo-éléments dont les plantes ont besoin pour pousser. Trouver les bonnes associations aussi pour trouver des synergies positives. Les plantes, en fait, dans la forêt, on s'aperçoit qu'il y a une certaine compétition, mais qu'au bout d'un moment, ça s'équilibre et que chaque chose, en fait, est aidée aussi par le voisin et qu'il y a des échanges. Donc on cherche à recréer ça dans la permaculture. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut aussi une observation par rapport à son lieu. Et la permaculture qui va être développée ici, eh bien, c'est pas la même qui va être développée peut-être 10 ou 20 km plus loin, parce qu'on ne va pas avoir le sol tout à fait pareil, c'est pas exactement les mêmes plantes. Et les vivaces, elles sont vivaces si elles se plaisent. Si elles ne se plaisent pas, elles ne vont pas tenir. Donc ça demande une observation de ce qui pousse, de ce qui peut être utilisé, et c'est passionnant, c'est super intéressant. Donc c'est difficile de vous donner une définition stéréotypée de la permaculture. Mais voilà, c'est une approche. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui t'a permis du coup de pouvoir construire cette définition ? Je pense que c'est l'observation, c'est écouter beaucoup ce qui se fait déjà. Bon, grâce à Internet, c'est vrai qu'on a accès quand même à pas mal de documents existants. Alors bon, comme on dit toujours, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a mais il y a plein de petites initiatives qui sont assez intéressantes. Et puis il y a des ouvrages, dès qu'on commence à s'intéresser, on prend quelques livres. Alors évidemment, Permaculture de Bill Mollison, bon, même si le livre en lui-même n'est pas forcément très facile à lire parce que c'est plus un livre référent, on y vient chercher des informations et puis après on le laisse un peu de côté, puis tout d'un coup on a des questionnements, qu'est-ce que Mollison a dit sur le sujet, voilà, donc il y a pas mal de littérature déjà, je pense aussi à Sepp Holzer, qui est quand même un référent, un Autrichien qui a développé tout un domaine sur une 30aine d'hectares dans les montagnes en Autriche, où il fait pousser des choses incroyables, comme des cerisiers à 1500 mètres d'altitude, alors qu'en plein hiver, il y a plus d'1 mètre de neige. Il fait pousser des choses incroyables. Et il explique en fait comment il a pu créer des microclimats à l'aide notamment de bassins de rétention d'eau. Il utilisait l'énergie des pierres aussi, qui sont des capteurs solaires. C'est utiliser essentiellement l'énergie solaire, la permaculture, alors que l'agriculture conventionnelle elle va utiliser l'énergie carbone. On a toujours besoin d'énergie dans l'agriculture, mais on ne va pas aller, même si c'est la même source au départ, parce que le pétrole, il y a eu des forêts qui ont disparu, et puis qu'on fait des sédiments, ça s'est transformé, il y a eu du pétrole. Donc on est toujours dans de l'énergie solaire, simplement on est dans une réserve d'énergie solaire qui est limitée. Alors que si on utilise vraiment plus directement l'énergie solaire, elle est là pour quand même encore un sacré paquet d'années et elle est gratuite. Et dernière petite question. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui compose dans ton terrain cette permaculture ? Alors ici, sur le lieu, on a la chance d'avoir de l'eau déjà. Donc ça, sans eau, c'est quand même un petit peu plus compliqué de faire pousser les plantes. Bon, on peut trouver des moyens déjà de faire... une butte de permaculture, ça permet de diviser par 5 voire par 10 les apports en eau. Dès qu'il pleut, tout de suite l'humidité est captée. Mais ici, sur le lieu, on a une source assez généreuse qui donc a un débit assez correct. On a calculé, on a à peu près 500 mètres cubes jour sur cette source et qui alimente des cressonnières. Alors, les cressonnières,
ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que le cresson, on est quand même dans une plante assez pérenne. Il suffit de le couper, il repousse, on coupe, il repousse. Donc on a une salade à profusion, on en fait même profiter un petit peu le voisinage. Donc ça c'est déjà un lieu sur lequel on pourra peut-être aller le visiter ensemble et voir ce que c'est que la culture du cresson. Donc là, il y a déjà un microclimat autour de cette cressonnière. L'eau est à 12 degrés, elle est là toute l'année à 12 degrés, donc en plein hiver, quand il fait -5, eh bien, la cressonnière, on a un gros... ça fume, on a l'impression d'être dans des bains exotiques avec une source chaude. En fait, c'est simplement l'écart de température entre la température de l'eau et la température extérieure qui fait que l'eau s'évapore à 12 degrés. C'est assez étonnant. Donc là, il y a déjà un microclimat. Ensuite, on a des différences de niveau avec toute une partie en verger ici derrière qui est à l'origine un peu une terre de remblai. Donc là, qui est un peu plus drainée, qui est un petit peu plus sèche, un peu moins lourde. Donc là, on va adapter un peu d'autres types de cultures. Et puis, sur la partie la plus basse du domaine, au total, on a 6 hectares. Donc là, 6 hectares en permaculture, c'est déjà énorme. On ne les utilise pas, il y a toute une partie qui reste en prairie. Mais dans cette partie plus basse, on est vraiment alluvionnaire, parce que de temps en temps, la Dordogne, qui est vraiment à 200 mètres de là, eh bien, nous amène généreusement des alluvions. Bon, ça dure une semaine à peu près dans l'année où on a un petit peu d'eau qui vient. Donc ça ne fait pas trop de dégâts au niveau des plantations, mais par contre ça amène aussi des nutriments au niveau de la terre. Là on a une terre un petit peu plus lourde en surface. Bon voilà, mais ça pousse généreusement, parce qu'on est vraiment dans une terre qui est facile à travailler. Voilà, donc ça c'est un atout. Si on est dans du trop argileux, vous voyez, ou trop sec, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment retravailler peut-être en surface. Je pense aussi, bon, je rebondis un petit peu, je passe d'une question à l'autre, mais à Pierre Rabhi, qu'on peut évidemment citer, parce que c'est... D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il va passer à Bordeaux prochainement. Bien ça, ce sont des exemples tellement inspirants. Et quand on écoute sa démarche, on ne peut qu'adhérer, parce que c'est pas quelqu'un de partisan, c'est quelqu'un qui a un vrai parcours, une vraie connexion dans la verticalité, ça se sent. Et en tout cas au niveau du cœur ça parle, et au niveau du mental ça parle aussi. Et on se dit, eh bien, voilà, ça c'est un exemple à suivre, peut-être pas faire comme lui, mais faire quelque chose. J'adore cette image du colibri qui fait sa part. Eh bien, quand on fait une initiation à la méditation, même si il y a 3 personnes, bon, parfois il peut y avoir 20-30 personnes qui viennent à un stage de méditation, parfois il y a 3-4 personnes, c'est pas grave, c'est pas très important. L'important c'est voilà, de passer quelque chose, et là c'est comme une petite lumière qui s'allume dans la nuit.